de l'enrichir d'entretiens, parce que beaucoup d'associations ont travaillé sur des entretiens avec des anciens travailleurs, donc pour pouvoir rendre aussi ce site encore plus vivant. Et puis, il y a plein de possibilités à partir de cet outil, donc c'est un exemple de réalisation commune. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, je pense que c'est bon, du temps. On va avoir une question après. Donc, parmi les réseaux des musées, il y en a un qui a un lien très étroit avec l'histoire de la SMN, c'est celui de Saint-Germain-le-Vasson. Saint-Germain-le-Vasson, c'est les mines de Potigny, les dernières mines fermées dans la région. Et la preuve de ce lien, c'est que sur les 3 représentants donc, du musée de Saint-Germain, il y en a 2 qui sont SMN. 3 2, bon. Ah, mais ils ont quand même un lien, donc ils vont se présenter. Voilà, on va commencer par. Bon, moi je suis Christian Palmetti, je suis ex-SMN, je suis né sur le plateau et j'ai intégré le musée de la mine il y a quelques années, pour mon plus grand plaisir. Et une famille d'origine italienne? Moi je suis d'origine italo-espagnole, mon épouse elle est née à Potigny, elle est d'origine polonaise. C'est l'Europe. Bonjour, je m'appelle Edouard Projkovic, donc je suis issu de l'immigration polonaise des années 20, je fais partie de la 3e génération et je suis donc parfaitement bilingue puisque je suis aussi guide au musée du Livet et je peux vous faire toute la visite en polonais si vous le désirez. Donc j'ai intégré ce musée il y a maintenant presque une dizaine d'années quand j'ai pris ma retraite du service public. Et je suis très, très content parce que, en fin de compte, nous ne sommes pas que guides, nous sommes bénévoles, mais nous sommes aussi peintres, électriciens à nos heures, maçons, et tous les métiers qui sont représentés pour faire vivre ce musée. Donc, on vous expliquera après. Donc moi, j'ai pour rien à dire, Jacques Lemasson, donc moi je suis un ancien de la SMN, et j'ai intégré le musée quand j'ai pris ma retraite, je suis arrivé au musée avec tous les collègues, et puis voilà, ça se passe très très bien, très content aussi d'avoir intégré ce musée, de le faire vivre, et voilà. Je vais d'abord demander à Christian de faire un petit peu l'état des lieux à la fermeture des mines de Soumont. D'abord, qu'il nous précise un petit peu le lien entre ces mines et la SMN, et l'état des lieux au moment de la fermeture. Oui, pour la fermeture de la mine, qui était en juillet 89, pour moi c'est tout simple. La direction de la SMN m'a demandé d'aller sur le site même pour pouvoir faire un inventaire exhaustif de ce qui pouvait être abattu rapidement ou comblé. Donc moi, mon premier travail, ça a été de regarder les bâtiments qui n'avaient pas d'importance réelle pour pouvoir les faire raser, pour combler l'ensemble. Bon, je sais qu'au tout début, je n'ai pas été bien perçu par les mineurs, ça c'est certain. J'étais le casseur, moi. Bon, puis bon, après ça s'est bien amélioré quand même. Voilà, donc au moment de la fermeture, qu'est-ce qui reste des installations minières? Bon, au moment de la fermeture, il reste comment ça s'appelle, les fours. Hein. Il reste des fours. Voilà, on a le carreau des mines voilà. de Soumont, au moment de la fermeture, tel qu'il était pratiquement au début du XXe siècle, puisqu'on avait déplacé l'exploitation sur Ézy à quelques kilomètres. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit souvent les mines de Potigny, alors que Potigny est la seule commune qui n'avait pas de mine dessus, hein, chez elle. Hein. C'était Soumont, Ézy, Saint-Germain-le-Vasson, Barbery, qui faisait partie de la même grande société, et Gouvy. Mais Potigny n'avait rien à part des logements. Bon, ce qui restait donc, c'était les logements de la mine, les grands bureaux qu'on a vus tout de suite, un petit peu avant. Voilà, les grands bureaux de la mine, qui sont maintenant devenus un centre intercommunal, médiathèque et centre de, comment ça s'appelle, musique, chant. Il restait aussi une très très belle, très bel emplacement, qui était la salle des compresseurs.
ce qui était une véritable cathédrale, qui malheureusement, en 1993, le 22 septembre, à la demande de la direction de Mondeville, a été rasée par les bulldozers. Et je peux dire que les mineurs qui ont vu cette cathédrale à terre ont en grande majorité pleuré. Et je les comprends. Faire table rase de toute leur vie, c'était énorme. Et ils n'ont eu de cesse que de réussir à pouvoir faire le musée comme il est actuellement. Et ça, je peux leur tirer mon chapeau. Ils ont fait un travail immense. Il restait aussi le chemin de Ferminier. Oui, le chemin de Ferminier qui était le... Comment ça s'appelle? Le chemin de Ferminier qui était le lien entre la mine et l'usine de Mondeville. Quand l'usine de Mondeville a arrêté, le chemin de Ferminier a été recédé au conseil régional, ou général, qui après l'a tronçonné, si on peut dire. Parce qu'au départ, c'était prévu de faire une zone piétonne, cavalière, cycliste, mais la route à l'autre. Et là, il y a des parties qui ne sont plus possibles, puisqu'il y a eu des routes de fait dessus. Bon, c'est quelquefois un petit peu dommage, mais bon, il faut aussi vivre avec son temps. On ne peut pas rester toujours dans les mémoires, même si elles font quelquefois mal. Il faut aussi savoir avancer. Bon, c'est pas toujours facile. Et 2010, c'est la démolition des installations. Voilà, donc en 2010, il restait quelques fours. Les fours à griller, bon, moi je t'ai vu tomber les fours. Au début, je me suis dit, bon, c'est complètement ridicule de faire tomber ça. Mais celui qui était propriétaire du lieu, m'a dit, si, ils sont dangereux. Bon. Les fours étaient quand même une partie métallique, avec un intérieur en briques réfractaires. La partie métallique devait faire entre 3 et 4 cm d'épaisseur. Et quand la partie brique réfractaire est tombée, on avait une superbe dentelle, parce que c'était complètement à jouer. Donc je comprends le danger, la dangerosité de ces endroits-là. Et malheureusement aussi, comme il y avait beaucoup de jeunes qui venaient faire, entre parenthèses, l'imbécile dessus, il fallait impérativement raser ça. Ça devenait dangereux. Donc il reste aussi, qui est essentiel, le carreau d'Olivet, dont on peut parler. Non, je vais essayer les collègues. Le carreau, donc qui deviendra le lieu du futur Donc musée. effectivement, Édouard. le carreau du Livet a une particularité. Le musée existe aussi grâce à la municipalité de Saint-Germain-le-Vasson et à un monsieur qui a pris compte de ça, c'est-à-dire l'ancien maire qui est toujours vivant, qui s'appelle monsieur Maurice Pérez, qui était aussi le directeur de l'école. Donc quand ces terrains ont été proposés à la vente, il a préempté au nom de la municipalité, ce qui fait que les 15 hectares attenants avec les bâtiments sont la propriété de la municipalité de Saint-Germain-le-Vasson. Et la création du musée, en fin de compte, ça a été assez folklorique, puisque la société qui a été mandatée pour démolir les bâtiments sur Soumont avait ordre comme on disait, de faire table rase de tout. Et les mineurs, après le choc de la fermeture, donc en 89, de l'annonce, et au vu des démolitions de bâtiments, certains se sont mobilisés, et la nuit et le jour, pour venir chercher du matériel pour le préserver. Donc c'était un peu à tu à moi, c'était un jeu de cache-cache pour récupérer des engins. Ils ont eu de la chance, c'est qu'ils ont pu récupérer ceux qui étaient sur le Livet, c'est-à-dire il y a des dépileurs, il y a toutes sortes d'engins qui servaient justement à l'exploitation. Et en suivant, après un stockage un petit peu parmi l'herbe, le bâtiment étant trop petit, il s'est créé l'association Mémoire de Fer qui a commencé à préserver, à entretenir tous ces matériels. Et nous sommes à peu près une trentaine de bénévoles, dont une bonne dizaine d'actifs. Et depuis,
construire un bâtiment nouveau pour permettre justement l'extension de ce que nous possédons. Et nous l'avons fait entre nous, bénévoles. C'est pour ça que je vous disais tout de suite que nous sommes maçons, peintres, électriciens, puisqu'il n'y a aucun employé, oui, nous sommes tous bénévoles et nous venons sur notre temps. Là, nous avons programmé tous les mercredis pour pouvoir refaire de la peinture et être prêts pour l'ouverture du 1er mai. Donc vous voyez, c'était assez folklorique quand même pour ouvrir ce lieu de mémoire qui était très important parce que pour les mineurs, effacer presque 100 ans d'histoire, effacer leur outil de travail et se retrouver devant une friche, c'était inacceptable. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, il y en a déjà beaucoup qui sont absents. Là, je dois excuser deux de nos anciens mineurs qui, pour des raisons de santé familiale, n'ont pas pu venir et devaient être présents avec nous. Vous voyez, ça devient difficile, donc effectivement, nous sommes la relève. On va essayer de le faire durer, et je remercie aussi la municipalité de Saint-Germain qui continue à nous donner une aide très précieuse, puisque ces bâtiments lui appartiennent, mais elles se sont toujours concernées et accèdent à toutes nos demandes. On peut demander maintenant à Jackie de nous présenter un petit peu comme une visite du musée, ce qu'on peut y voir, et notamment la Paris-Semaine qui est inclus dans ce musée. Oui. Donc le musée, pour visiter le musée, on a d'abord une petite séance de cinéma qui dure un petit quart d'heure, 20 minutes, qui représente un petit peu la vie du musée. Ensuite, on va en fait retracer le chemin d'un mineur lorsqu'il va descendre au fond de la mine. Donc il passe, comme vous voyez sur la photo, on passe d'abord s'équiper avec le casque et la petite lampe qui va être en fait la sauvegarde du mineur, parce que s'il n'a pas cette petite lampe au fond de la mine, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 600 km de galerie, et donc il risque de se perdre assez rapidement. Ensuite, ce mineur va aller dans ce qu'on appelle la salle des pendus, c'est-à-dire que les vêtements de travail sont pendus au plafond par un système de poulies. Chaque mineur a son emplacement avec donc le câble. Partie de recherche, donc recherche en archives qui font l'objet après de publications, tout un travail de collectage de la mémoire des mineurs, donc là aussi en lien avec le CRECET qui nous a beaucoup appuyé sur ce sujet-là. Et donc l'idée c'est aussi de valoriser la mémoire des mineurs et des forgerons à travers des visites historiques, à travers la création de sentiers d'interprétation, des circuits touristiques, enfin essayer de faire vivre cette histoire à travers le tourisme aussi. Et voilà un petit peu notre travail. Toujours dans l'ordre, je pense qu'il y a Steve là qui pourrait nous dire quelques mots de la Forge d'eau et de l'association qui la sauvegarde. Oui, l'origine de la musée de la grosse forge d'eau remonte à peu près en 1976, quand il y avait un projet scolaire sur la possibilité de protection d'une vieille forge du début du XVIIe siècle. Donc le travail, c'est de transformer la fonte issue des anciens hauts fourneaux, pas les fourneaux bâtiments, les anciens hauts fourneaux, en fer forgé. Et il y a eu des fouilles archéologiques et la forge a été aménagée pour le public. Et on a quand même eu un assez bon accueil. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y avait quand même beaucoup de visiteurs pendant des années. Et sur des années, le nombre de visiteurs a baissé. Alors on a pensé d'aménager l'annexe de la grosse forge, parce que à peu près vers 1823,
on a arrêté de faire du fer forgé parce que c'était plus rentable. Et le propriétaire de l'usine a décidé au lieu de marteler le fer, de marteler le cuivre. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais finalement, il a décidé de convertir la vieille forge dans un atelier pour former les ouvriers et comme laboratoire, parce que ces années-là, les années 1830-40, c'était l'époque où il y avait beaucoup de découvertes scientifiques en ce qui concerne l'électricité. Il a fallu trouver de nouveaux alliages de cuivre pour les fils électriques. Il fallait qu'ils soient souples, et surtout les fils téléphoniques. Et beaucoup d'autres usages de fils de laiton et de fils de cuivre. Et pour cette raison-là, la vieille forge n'a pas été démolie. Et le marteau est resté, toutes les forges sont restées. Et pendant 2-3 ans, on a mis en valeur ce parti cuivre, la fonderie de cuivre qui maintenant se visite, et la fréquentation augmente un petit peu. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est que l'usine Bohain a ouvert, et nous on a des retombées maintenant, il y a beaucoup de cas qui viennent, qui visitent, ce qui remet un peu en cause notre organisation, parce que normalement on a 8 volontaires qui se réunissent tous les vendredis pour faire les travaux courants de la musée et l'organisation de la musée. Et maintenant il faut qu'on fasse face à beaucoup de cas qui vont arriver. Et en plus, on a fait beaucoup d'efforts au niveau scolaire avec un professeur qui est délégué un demi-jour par semaine pour essayer d'intégrer les visites scolaires dans le musée. Et il arrive que demain, on va avoir la visite d'un membre du Conseil général de l'ONU qui va essayer de faire visiter pratiquement toutes les écoles de l'ONU à la Grosse Forge. Alors nous, on est dans une situation maintenant où non seulement on fait les expositions temporaires pour essayer d'éclairer le public, on va avoir beaucoup de visites qui vont venir par l'intermédiaire des gens qui viennent aussi visiter Bohain, et plus beaucoup de visites scolaires. Et en tournant maintenant, il faut qu'on trouve du monde pour les aider, parce que sinon on va avoir du mal à faire face à tout ce supplément de travail. L'avenir est quand même bien, mais on est à un point tournant maintenant du niveau organisationnel. Merci. Un autre exemple qui témoigne de la diversité des sites et des musées liés à ces sites, Philippe Bergis. Tu pourrais peut-être parler un tout petit peu, parce qu'il peut parler pendant 2 heures des mines de charbon et du musée qui va consacrer, mais un tout petit peu. L'essentiel étant, effectivement, comme ça a été dit, qu'on est un musée, je dirais, plus institutionnel, certainement un des plus anciens musées miniers de mines de charbon. Mines de charbon, et il est vrai, je dirais, ça fait un peu tâche dans le domaine ferrifère, mais qui a été lié, c'est vrai, à l'origine un peu aussi au domaine de la recherche du minerai de fer, sachant que pas très loin de Litry, enfin, la commune actuelle, c'est Litry, se trouvait une grosse forge. On y revient, Balleroy, et qui n'a pas été mise en valeur de la même façon parce que c'est devenu un restaurant. Donc il y a aussi toute une enquête de patrimoine industriel que je vais aussi essayer de mener dans les prochains mois à ce sujet. Mais nous concernant, c'est un musée en fait qui a eu une vie, je dirais, comment vous dire, pendant très longtemps, c'était un lieu de mémoire. Alors ça c'est important, c'est de dire que cette activité d'extraction du charbon, pour replacer dans l'histoire, pour origine en fait une découverte du charbon presque à l'affleurement en 1740, avec une compagnie qui va se mettre en place, très innovante, compagnie en fait constituée surtout par des capitaux parisiens, donc en fait ça va être un système à 2 têtes, qui va connaître son apogée dans les années 1840, avec à peu près 900 employés, et puis qui va se terminer en 1880. Et en 1880, on a la chance en fait d'avoir un homme qui est un ancien ingénieur qui réside à Litry et qui va s'intéresser à ce patrimoine. En fait, c'est un passeur de patrimoine individuel,
comme aujourd'hui, vous allez être les passeurs de mémoire. Ça, j'espère, ça va se traduire effectivement par un lieu un peu identique pour la SMN. Donc voilà, à partir de là, le musée va naître de cette collection privée qui va être donnée par son épouse, enfin l'épouse de Sostène Lefrançois à son décès. Et puis le musée, en fait, va vivre, je dirais, de façon assez modeste jusqu'au milieu des années 50. Donc il faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour que le musée se développe, en lien d'ailleurs avec un tourisme de, je dirais, littoral qui est lié effectivement aux événements de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ça qui va le booster, en fait. Avec aussi des concours locaux, en particulier de différents maires qui vont s'intéresser à ce musée, qui vont avoir à cœur de le développer, avec également à l'époque un conservateur qui va, M. Poujol, pour le citer, qui va avoir cœur à développer des collections, allant au-delà d'ailleurs du site du Mollet-Litry et allant collecter des éléments de patrimoine industriel qui sont parfois liés directement à notre histoire, je dirais, des mines de fer, parce qu'on a quelques objets qui proviennent des mines de fer, et de façon plus importante, des objets qui proviennent de différentes compagnies minières du nord de la France, et donc cette fois-ci c'est dans le domaine spécifique des mines de charbon. Et puis, musée qui vit de cette façon-là, en se développant. Philippe, vous rajoutez qu'il y a quand même une deuxième période d'exploitation du XXe siècle, qui nous permet aussi d'avoir des témoignages. Alors, tu as raison, c'est une période intéressante, pas forcément essentielle quant à la production, mais intéressante et essentielle au niveau social, parce que en fait, on est dans une période très particulière, celle de la guerre, avec une volonté motivée, je dirais, par l'occupant, de faire feu de tout bois, de toutes les ressources possibles, en sachant évidemment que le charbon de Litry a été très concurrencé à partir des années 1860 par le charbon britannique, et c'est d'ailleurs ce charbon britannique qui était le principal charbon utilisé notamment dans nos industries et notamment passant par l'intermédiaire, l'importance du port de Caen. Donc ce charbon a été donc réextrait, enfin on a repris l'extraction, c'est pas quantitativement important, par contre c'est les mineurs qui là vont pouvoir nous laisser leur témoignage. D'ailleurs, lorsque le musée du Mollet-Litry, enfin le musée de la mine, a fait l'objet d'une rénovation en quelque sorte, au milieu des années 1990, il y a eu deux travaux en fait de fond qui ont été réalisés au niveau recherche scientifique. C'est d'une part des fouilles archéologiques que j'étais amené à mener sur le carreau de mine, donc ça c'est aussi un aspect, comme le disait tout à l'heure, l'évoquait Yannick Le Charbonnier, ça fait partie effectivement de ces possibilités aussi d'analyse de sites. C'est une des premières fois, je crois, en France qu'on s'intéressait de cette manière, par l'archéologie, à un carreau de mine. Donc c'est des installations de surface, on n'a pas fouillé au fond. Tout ça pour dire en fait qu'également en même temps, il y a eu une étude ethnographique d'enquête auprès d'une quinzaine de mineurs qui a été menée à ce moment, aidée d'ailleurs par le CRECET. Et c'est des moyens en fait d'alimenter une muséographie, celle qui a été donc qui a été inaugurée en 97, et c'est également le moyen d'alimenter de futures rénovations du musée, parce que le travail du conservateur, c'est également ça. C'est, comme le disait Alice, c'est d'engranger, d'envisager différentes étapes de présentation, et puis à terme, on le voyait pour le musée de Normandie, dès 2006, c'est de pouvoir envisager dans le programme permanent, enfin dans l'exposition permanente, une présence permanente de la SMN.
Chose que nous souhaiterions beaucoup plus massive dans un établissement sur territoire. Voilà. Donc on pourrait évoquer d'autres... Comme les sur-Orne, je vais le faire rapidement en parlant de la ligne Canflair, la voie verte. Là, on a quelque chose qui se passe, qui est lié aussi à notre histoire industrielle, l'histoire du textile, l'histoire des mines, de la métallurgie. Cette voie verte, et qui passe au travers des bassins miniers, celui de Metz-sur-Orne, où on retrouve d'extraordinaires friches industrielles qui sont dangereuses, menaçantes, donc destinées vraisemblablement à la démolition, sauf que ça coûte cher. Et puis le site de Saint-Rémy-sur-Orne, qui est aujourd'hui, les fosses d'enfer, aujourd'hui arrêté avec bientôt destruction des fours de calcination que vous voyez au bord de la route. Donc, ce qui alimente l'idée de fragilité de ces lieux, de ces sites, mais des expériences multiples, diverses, en région. Voilà, donc je pense qu'il faut maintenant laisser une bonne place au débat, et si on veut en lancer... Voilà. J'ai un truc, une question à poser à Alice pour lancer le débat, je suis sûr que ça va démarrer. Ce que je voulais préciser, c'est que pour certaines personnes qui ne connaissent pas du tout le patrimoine, c'est de retrouver les mines de Soumont imbriquées avec la SMN. Il faut savoir que les mines de Soumont n'étaient pas une mine marchande, elle appartenait au même propriétaire que la SMN. Donc toute sa production allait avec cette voie de chemin de fer de 25 km qui reliait la SMN, toute sa production allait vers la SMN. Ce qui n'était pas le cas des mines de Soumont, de Mai, de Saint-André, Saint-Rémy, Metz-sur-Orne, puisque elles étaient sur le marché, elles étaient obligées de se vendre, ce qui n'était pas un avantage pour elles, quoi. Voilà. Je voudrais rajouter une petite chose aussi. Le musée de la mine de Saint-Germain-le-Vasson est ouvert à partir de fin mai jusqu'au mois de septembre. Donc il suffit de prendre rendez-vous et on se fera un plaisir de vous accueillir et de vous faire visiter le musée. Il est ouvert tous les dimanches à partir de juillet jusqu'aux Journées du patrimoine. Et journée exceptionnelle, le 1er mai, la fête du travail, donc nous accueillons énormément de gens. Nous avons un parcours piéton de découverte du patrimoine avec les premiers fours qui datent de 1875 et qui fait 7 km. Donc c'est très 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 convivial, il faut juste venir avec un vêtement de pluie, parce que chez nous c'est fréquent, et de bonnes chaussures, et on vous accueille. Vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie de Saint-Germain-le-Vasson, donc toutes les coordonnées, vous pouvez les trouver sur les moteurs de recherche, sur Google ou Mémoire de fer. Merci. On va laisser place aux questions, et si ça démarre pas tout de suite, j'en pose une à Alice. Non, ça démarre. La échappée belle. Oui, c'est évidemment la question des réseaux et du rapprochement du patrimoine industriel. La question qui se pose pour la prise en compte du patrimoine industriel par l'ensemble des acteurs culturels, politiques, etc., c'est qu'il faut faire masse et absolument se mettre en réseau. Ce qu'a présenté Margot, c'est un embryon, mais on voit bien que sur le seul sujet des mines et de la métallurgie, on a, et encore il n'y a pas tous les sites, parce qu'il y a des sites dans la Manche qu'on n'a pas cités, mais qui sont en dessous d'un EPR maintenant, donc c'est très difficile de les voir. Ça fait réseau, ça prend une consistance territoriale qui touche l'ensemble de la région. Alors je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, que la problématique du patrimoine industriel, elle n'est pas seulement thématique, les mines d'à côté, la sidérurgie de l'autre, le textile, etc. La problématique, elle est commune à tout le monde, donc il faut arriver à faire masse pour pouvoir exister. Cette nuit, en préparant mon petit topo, je suis allé voir sur le site des routes européennes du patrimoine industriel. Et là, je suis tombé de haut, parce que je me suis aperçu que les seuls sites français existants, ce sont dans le groupe Lorraine, Sarre, et puis un petit peu en Allemagne, je crois. Voilà. Et puis un seul site. Alors j'étais assez surpris, et je félicitais, la Forge d'Aube est bien citée sur une de ces routes européennes du patrimoine. Mais par contre, c'est pratiquement le seul site en dehors du groupe de l'Est qui est adhérent. Et enfin, je me rappelle, alors j'étais très content d'entendre notre partenaire de la Forge d'Aube tout à l'heure, puisque quand on a travaillé sur Bohain, je me rappelle des réunions avec
l'association de la Forge d'Aube et une crainte extrêmement forte qui existait sur l'émergence d'un site concurrent sur un domaine assez voisin et la crainte que finalement une offre culturelle supplémentaire allait nuire à l'expression et disons, à la vie de l'association de la Forge d'Aube. Et là, je suis extrêmement content et c'est là où on voit qu'une réflexion en termes de bassin industriels, de vallées industrielles, etc., finalement s'enrichissent les unes les autres et finissent par créer un produit où finalement on a un patrimoine qui va pleinement pouvoir s'épanouir et jouer son rôle. On voit comment également ça joue un rôle de développement touristique, de structuration d'une offre sur des zones qui, a priori, ne sont pas tellement, qui ne sont pas des bassins touristiques naturels. Voilà. Juste rebondir, parce que justement, lors de la dernière réunion du groupe de travail mini-métallurgie, qui était il y a à peu près un mois, je pense, c'est une des idées qui est ressortie, c'est l'envie, à la fois le besoin et l'envie de trouver par exemple une signalétique commune pour valoriser les sites, effectivement, pas forcément que les sites mini-métallurgie, mais les sites industriels en général. Et donc c'est vrai que c'est dans leur quête de visibilité et avec aussi les problématiques qui font que souvent il y a des vestiges qui sont sur le territoire et qui ne sont pas forcément, comme on le voit avec la Maison du Fer, qui ne sont pas forcément dans le musée par nécessité. Du coup l'envie de... voilà, il y a l'idée qui est née, alors après c'est des projets qui peuvent prendre beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de partenariats, etc. Mais ça peut faire partie aussi de choses sur lesquelles on peut travailler par le collectif sur la valorisation et notamment voilà, comment rendre visible sur le territoire pour les touristes les sites industriels. Voilà, donc, juste pour répondre. Oui, en ce qui concerne justement les projets, est-ce qu'il y a quelque chose Vous de présentez très... ici. Oui, Bernard Mercier, je suis... j'ai habité Saumon pendant un certain temps, je me sens à l'aise dans ce milieu. Je voulais savoir, oui, justement, sur le plan mémoriel, est-ce qu'il y a des choses de prévues en ce qui concerne Diélette, les mines de Diélette, mines de fer de Diélette, qui évidemment sont sous la mer, donc c'est peut-être pas évident. Bien oublié. Il y a une petite exposition temporaire qui est animée par notamment un ancien mineur, mais qui est maintenant âgé, qui a été mineur à Diélette, et qui après, pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est retrouvé mineur de charbon à Litry, à côté de Litry, à Bernès, et qui avait avec quelques camarades fait un petit musée temporaire du côté de Diélette. Mais à part ça, il n'y a pas de projet. Il y a des installations qui sont encore sur place, qui sont à l'abandon, comme un puits d'accès qui est au pied de la jetée de Diélette, un couvercle en fonte qui permet l'accès de la mine sous la mer et qui est couvert à marée haute, qui en soi un objet assez extraordinaire, donc il n'a aucune protection. Donc là, on est plutôt dans un patrimoine à l'abandon, à moins que Yannick ait des choses à dire. Oui, là-dessus, c'est la mine de Diélette, effectivement, on aurait bien voulu l'avoir avec nous, c'est très compliqué, mais je pense qu'elle vit un peu au-delà du vestige matériel, puisque je crois que c'était la même compagnie que Messurorn, si je ne fais pas d'erreur, et que finalement, il y a des pratiques alors, qui sont surprenantes quand on est à Flamanville, parce que quand on connaît Flamanville, ça en apparence très rural, alors que c'est un bourg ouvrier depuis extrêmement longtemps, parce qu'il y a eu l'extraction de carrière, mais finalement, on fait la Sainte-Barbe à Flamanville, et je crois qu'il y a des échanges qui se font avec Messurorn. Donc finalement, cette mémoire industrielle, cette mémoire du travail, elle vit peut-être au-delà même des vestiges, parce qu'il reste, je crois, une ancienne cantine, quelque chose comme ça, et puis il y a 2-3 éléments de cité, mais c'est très ténu dans un monde où finalement une autre industrie a pris la place et domine totalement. Donc je pense que c'est... Mais ça survit un peu autrement. Donc la mémoire humaine, Diélette ferme en 64, Messurorn en 68, donc ils font toujours la Sainte-Barbe, un coucher l'un, un coucher l'autre.
mais maintenant ils commencent à plus pouvoir se déplacer. C'est là où même cette expérience-là est en train de il faut virtualiser la fête pour qu'elle soit... Bon, bref. Marc Potier. Plusieurs remarques ou quelques éléments. Déjà, la richesse. Enfin, on s'aperçoit, hein, la diversité, la richesse, la multitude des acteurs qui, on le voit à travers les archives, à travers les musées, à travers les différentes instances, ont vraiment permis de construire. Et en même temps, comme c'était remarqué, la question de mettre en réseau, de pouvoir associer, de pouvoir faire en sorte que tout cela ne disparaisse pas. Alors, je dirais là, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que tous les acteurs qui sont là, je dirais, s'entendent. Du moins, il y a une volonté. À la différence peut-être d'autres patrimoines très présents dans notre région, quand on est par exemple autour de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement, là aussi, il y a un certain nombre de structures, de musées ou de collectivités. Et là, il n'y a pas forcément toujours, même s'il y a des volontés, des dynamiques portées par la région, mais voilà, là, on se dit que certes, on est riche, mais en même temps, on n'est peut-être pas suffisamment identifié, pas forcément suffisamment connu ou compris, notamment par l'ensemble de la population, voire par les acteurs politiques, pour finalement s'entendre, y compris, ce qui est intéressant, les acteurs même. Une initiative comme celle-ci, portée par une association, portée par d'anciens sidérurgistes ou mineurs, ce sont les usagers. Et cette maîtrise d'usage, qui est aussi un élément clé, je dirais aujourd'hui, dans le fonctionnement de notre société, sont des choses qui sont extrêmement importantes. Alors parfois, et on l'a entendu là dans un certain nombre de questions, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'endroit, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de lieu, est-ce qu'il n'y a pas une sorte, je dirais, de territoire un peu clé qui devrait permettre de tenter de faire synthèse autour de tout ça? Et de façon sous-jacente, c'est ce qu'on retrouve dans ce colloque, avec, je suis très content, on voit le réfrigérant, on voit la halle, on voit ce type de tableau, et puis il y a, je dirais, le plateau au sens large. Alors, là, je crois qu'il faut qu'on pèse. Et on est aujourd'hui dans une temporalité et dans des moments où justement on doit peser suffisamment fort pour faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui transformer l'essai. Parce qu'on a tous regretté la disparition de la plupart de l'outil industriel, cette plaie béante sur les 300 hectares qui étaient ceux où était installée l'usine, et puis on se dit, ah bah oui, ne reste que le réfrigérant, ne reste que la halle, ne reste que les postes de garde, ne reste que les infrastructures portuaires, ne reste que la cité du plateau, mais ce n'est que qui font en fait beaucoup. Il y a énormément de choses. Et c'est une sorte, je dirais, de rhizome, voilà, où il y a des choses très visibles et d'autres un peu moins. Mais on a aujourd'hui, je dirais, une urgence de peser, de porter et de faire en sorte que ces restes aujourd'hui soient encore mieux compris, partagés pour et en direction de la population. Et alors demain, on abordera ça de façon un peu plus forte avec les projets autour de la rénovation, reconversion, réhabilitation de la halle, mais je ne souhaite pas, moi, qu'on oublie le réfrigérant. Alors, il y a la Murray là, qui est à côté ici, et qui avec son association porte aussi ça, parce qu'on est, alors tout à l'heure on évoquait la destruction de certains vestiges parce qu'ils sont dangereux, mais il faut avoir aussi à l'esprit qu'aujourd'hui, la question du devenir ou de l'avenir du réfrigérant se porte de façon forte. Certaines personnes ou certains pourraient dire, mais attention, ça, si on ne lui prévoit pas un avenir, eh bien son avenir, ce serait de le dynamiter comme beaucoup d'autres vestiges. Et là, je crois qu'il y a vraiment, je dirais, une nécessité
de montrer que, oui, ce réfrigérant, avec à proximité la halle, avec l'ensemble des autres lieux, vestiges et mémoires de l'ex-SMN, on doit les garder, on doit les conserver, on doit leur redonner de nouvelles missions, de nouvelles ambitions, sans, je dirais, muséifier. Hein, il ne s'agit pas de faire un mausolée de tout ça, mais au contraire, de montrer que ce sont des lieux vivants, que ce sont des lieux de travail, que ce sont des lieux où de nouvelles pratiques, de nouvelles, je dirais, fonctionnalités, où des usages devraient s'y traduire, s'y porter. Voilà, donc moi je remercie très fortement les initiateurs de ces 2 journées, parce que c'est une brique supplémentaire dans, je dirais, des décisions à venir très prochainement pour véritablement agir, transformer et faire en sorte de rendre encore très partagé ce qu'était le patrimoine de la SMN, mais plus globalement le patrimoine industriel en Normandie. Alors, moi je voudrais interroger les différentes personnes qui ont parlé des musées du réseau. La question de l'avenir, vous l'avez un tout petit peu esquissé, comment transmettre, comment se dire aujourd'hui quels sont les outils qui sont à notre disposition pour que demain, après-demain, ça perdure. Par rapport à la SMN ? Non, par rapport aux personnes qui ont parlé, je veux rester dans le débat réseau. Messurorne, Soumont, Dompierre et autres. Eh bien, nous l'avenir, c'est effectivement un problème que l'on doit prendre en compte assez rapidement quand même, dans la mesure où la plupart de nos anciens mineurs sont de santé fragile, de l'âge, ils sont pour la plupart atteints de sidérose. Donc, avec les conséquences que cela implique, on a perdu déjà 3 membres l'année dernière. Et on parlait de la visibilité, de la lisibilité sur le terrain. Nous regrettons simplement qu'une demande que nous avons faite auprès de l'ex-Drir pour un aménagement réseau, c'est-à-dire des panneaux sur la 158 et sur la route de Thury, qui permettrait de savoir qu'il existe un lieu de mémoire, un lieu de préservation. Ça n'a pas abouti. On nous a annoncé des chiffres faramineux. Je peux vous dire qu'actuellement nous sommes sur une petite période de croisière, nous l'avons atteinte, nous faisons 1680, on a fait 1680 entrées l'année dernière, ouvert uniquement les dimanches et accueil de groupes sur en semaine, donc des scolaires. On pourrait faire plus, ça nous permettrait peut-être aussi d'embaucher un permanent qui serait là sur des jours d'ouverture, puisqu'on a tous une vie de famille, on ne peut pas passer d'autres temps au musée non plus, hein, on est bénévole. Et ça, c'est aussi quelque chose dans le temps qu'on doit prendre en compte et nous en sommes très conscients. Malheureusement, nous ne sommes pas suivis au niveau de certaines instances. Donc là, je lance un petit peu un appel, ça permettrait aussi de se retrouver plus facilement parce que je peux vous dire que certains GPS bug et ne trouvent pas le lieu. Donc autrement, c'est vrai que nous, on fait tout pour faire perdurer cette mémoire avec le vécu et ce qu'on apprend des anciens mineurs. Il y a beaucoup d'anecdotes que je ne connaissais pas, que j'ai apprises, et pourtant je suis né à Potigny, dans le milieu. Voilà. Et alors je réponds, pas en mon nom forcément, mais plus pour essayer de faire une synthèse par rapport à ce qui peut ressortir des échanges avec les différents musées. Effectivement, la question de la visibilité est très importante. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des panneaux. En fait, ces musées-là, ils veulent des panneaux. C'est aussi simple que ça. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément. Et le site, je crois que c'est la Grosse Forge, où les panneaux ont été enlevés. C'était un drame, parce qu'en fait, les panneaux, c'est ce qui leur donne de la visibilité. Donc c'est vrai qu'on est sur des sites qui sont fragiles, et on le voit avec un exemple actuel qui est les Fosses d'Enfer, qui est un site qui a été fermé suite aux baisses de fréquentation. Donc c'est évident que c'est pas parce que ces musées-là sont vivants et actifs aujourd'hui que c'est une garantie pour l'avenir, d'autant plus
qu'on est sur des musées qui tiennent à bout de bras par des hommes qui sont bénévoles. Enfin, on est sur de la bonne volonté, c'est-à-dire que souvent, effectivement, les moyens mis en place, les moyens publics, sont très très faibles. Et c'est le cas, la grosse forge d'eau par rapport à la manufacture Boin. On a évoqué tout à l'heure la petite rivalité. C'est aussi que des moyens ont été mis pour valoriser le site de la manufacture Boin. Et il n'y a pas de moyens, par contre, mis par la collectivité pour la grosse forge d'eau. Donc on est clairement, je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont, on est sur des sites dont l'avenir est très fragile, parce que s'ils n'ont pas de moyens, ils ne peuvent pas perdurer, et que la question qui se pose aussi de manière très complexe, c'est celle du renouvellement des bénévoles. Et ça, il n'y a pas de solution miracle. C'est une question qui est posée régulièrement aussi. Comment on fait pour trouver des jeunes, pour attirer de nouvelles personnes? Mais là, on est sur c'est presque la structure de la population du territoire qui fait qu'effectivement, au milieu rural, à Aube, la population jeune n'est pas forcément très présente, et sur des nouvelles manières de fonctionner aussi, qui fait que les jeunes ne s'investissent pas bénévolement dans les structures patrimoniales. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort du terme, quoi. Donc c'est vrai que là, c'est des grandes problématiques, la visibilité, le soutien public de moyens, et comment trouver de nouvelles... de la jeunesse dans les bénévoles, c'est vraiment des axes forts et qui sont sur lesquels repose l'avenir de ces musées. Alors maintenant, il nous reste 5 minutes, alors des questions courtes et des réponses courtes. Rapidement, pour revenir sur, comme dit tout de suite là, sur les jeunes. Moi, je vois au musée de la mine de Saint-Germain-de-Vasson, il y a un seul jeune qui a 21 ans, qui va avoir 21 ans dans peu de temps, c'est mon fils. Il n'y en a pas beaucoup. Mais j'avais dit, moi aussi, il y a quelques années de ça, un journaliste qui me parlait, me demandait ce que c'était pour moi qu'un bénévole. Je lui ai fait une réponse très claire, nette, précise. Je lui ai dit, moi, un bénévole, c'est un fou qui perd son temps, son argent, et qui est heureux de l'avoir fait. Mais on n'est pas assez nombreux. Juste une petite remarque par rapport à l'avenir de tout ce patrimoine. Moi j'ai l'impression que les deux grosses difficultés qui se posent avec le patrimoine industriel, c'est le problème de la réaffectation de ces sites et le problème de son interprétation. C'est-à-dire qu'on peut légitimement dire que tous ces sites sont du patrimoine, avoir un discours de mise en mémoire, etc. Mais concrètement, quand il faut commencer à aligner les chiffres pour restaurer ou mettre en valeur ce patrimoine-là, on voit bien que ça coince et que les sites sont laissés à l'abandon et qui disparaissent. Alors, à titre d'exemple, nous, la petite solution qu'on a tenté de trouver, c'est de passer par l'aspect social des projets qu'on porte, c'est-à-dire des chantiers d'insertion, des chantiers de formation professionnelle. Et c'est un petit peu notre porte d'entrée pour aller à la pêche aux subventions, à la pêche aux mécènes, pour pouvoir restaurer ce patrimoine. Donc d'une part, on lutte pour faire reconnaître ces anciens sites industriels comme étant du patrimoine, ça c'est déjà pas acquis, mais une fois qu'on a réussi tout de même à sensibiliser les personnes sur ce sujet-là, la deuxième difficulté, c'est comment financer la restauration de ces sites-là et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que qu'est-ce que vous voulez faire d'un chevalement, d'une tour réfrigérante ou autre? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouvelle utilisation à ce patrimoine-là? Et moi, j'ai pas la solution, hein, mais on s'arrache les cheveux quotidiennement. La deuxième, je termine là-dessus, la deuxième difficulté, c'est l'interprétation de ce patrimoine. Souvent, ce sont des sites très délabrés, très abîmés, et très peu de gens les comprennent. Quand on visite un château en ruine ou une église en ruine, c'est commun à tout le monde, ce qu'on attend de trouver sur un tel site. Par contre, quand les touristes qui ne connaissent pas l'histoire industrielle visitent une friche, ils ne la comprennent pas. Donc comment voulez-vous vous intéresser à quelque chose que vous ne comprenez pas? Donc il y a un gros effort aussi de ce côté-là,
de notre part à faire comprendre ce patrimoine. Monique Muret, le réfrigérant. Ça fait un certain temps que l'association existe. Elle était beaucoup plus diversifiée dans ses objectifs et je me réjouis qu'avec Vivre au plateau, la première partie de cette commémoration mise à la connaissance de tout le monde soit réussie. Donc je me focalise un petit peu, peut-être trop, sur le réfrigérant lui-même, comme l'a dit Marc Potier, et il y a urgence. Urgence parce qu'il semblerait que les projets soient un petit peu en route pour la grande halle. Je ne vois apparaître nulle part de projet pour le réfrigérant. Certes, les objectifs sont très importants. On nous dit que ça va être un prix tel qu'on ne peut pas faire à nouveau quelque chose d'utilisable. Nous demandons à l'association simplement qu'il soit sécurisé, qu'il ne serve pas à autre chose qu'à être un symbole. Ce symbole étant sécurisé, ne demande pas un investissement faramineux. Et on se pose la question, si on le détruit, est-ce que le coût de la destruction n'atteindrait pas le coût de sa protection? C'est une question qui n'a jamais été posée. On nous dit on va le laisser tomber, mais un jour il va falloir le démolir. Et la démolition, ça a un prix. Donc, comme le disait Marc Potier, il y a urgence et c'est l'appel au pouvoir public et à tous ceux qui sont concernés par la région de nous donner des solutions et des solutions rapides et pérennes. Pour terminer, je vais donner la parole à Alice en lui posant une question. Il y a des copains qui m'ont dit que quelqu'un aurait dit à la radio France Bleu qu'un musée SMN c'était trop tard. Ou quelque chose comme ça. Donc ça va être une excellente transition pour la journée de demain. Je suis coupable. Ah, les journalistes. En même temps, c'est une idée que je défends, qui fait l'objet de questions, de débats depuis longtemps. La question d'un musée consacré à la SMN, oui, avant ça, c'est trop tard. Il aurait dû être fait, si le site n'avait pas été détruit. Pour moi, un musée comme ça n'a de sens que sur site. Sinon, voilà, je n'en vois pas l'intérêt. Et aujourd'hui, on est plutôt à l'époque de la fermeture de musées ou à la mutualisation de musées. Donc créer un musée spécialement dédié à la SMN reste pour moi un domaine de l'utopie. Après que les communes de Colombelles, Mondeville, Giberville prennent en compte cette mémoire, ce patrimoine industriel dans des lieux d'accueil au public ou dans la gestion de l'espace, oui, je pense que ça c'est une bonne idée. Après, voilà, je reste convaincue que c'est trop tard et peut-être que ça n'aurait pas été non plus ce qu'il fallait faire, parce qu'un musée, vous savez bien, c'est un coût parfois assez faramineux, c'est des compétences aussi, c'est du temps, et puis il faut, un musée conserve des collections, accueille du public, donc c'est pas le simple fait de conserver in situ et pour un temps donné, non, ça se... Non, Gérard, tu vas pas pouvoir répondre. Alors je ne réponds pas, je me permets simplement de dire que cet avis-là, nous ne le partageons pas et que nous comptons beaucoup sur notre énergie et notre imagination, parce que là où je partage votre point de vue, c'est qu'il va falloir faire preuve d'imagination, de solidarité. Et j'ai entendu M. Leroux prononcer un mot que je réemploie à loisir, c'est le mot commun. Nous avons des choses en commun, il faut qu'on les mette en commun. Et nous, en
tant que commission métallo, tenons bien à poursuivre notre projet de musée. Je voulais simplement dire une petite chose. Comment vous pouvez donc faire vivre la mémoire du patrimoine industriel pour des personnes qui ne sont pas issues de notre, du lieu, en fait, du milieu de la SMN ou du milieu de la sidérurgie? Si on fait rien, on ne peut pas le faire savoir. Vous voyez ma question? Il y a un débat. Mais ça va être une discussion pour demain. Donc on arrête tout de suite. Bon, alors, Florian, tu donnes peut-être ouais, j'invite les gens à nous retrouver à 14h30.